Bonjour à vous, ODF Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODF TV 2. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Mémoires de l'ufologie francophone pour les générations futures, en partenariat avec l'association du Sceau, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques, dont le lien est affiché en dessous de cette vidéo. Dans cette nouvelle édition, je reçois une fois de plus Jean Librero, traducteur de cet ouvrage OVNI en Roumanie et bien d'autres. Eh bien, je vous retrouve toujours au domaine de la Salse, mais cette fois-ci en compagnie de Jean Librero. Bonjour Jean, comment vas-tu? Bonjour ou bonsoir Gilles. Un beau moment à la salle. Ici on est régénéré par les cristaux qui sont dans les grottes de la source salée. Voilà. Même si on se fatigue un moment, au bout d'une demi-heure de respiration de l'air de la source salée, on est bien. Ta conférence est terminée il y a quelques heures. Qu'as-tu pensé du public? Et qu'as-tu pensé de ta conférence en général, qui portait sur les RR3 en Italie et en Roumanie? Le public ici, c'est le public de la salle, donc ce sont des gens qui ne sont pas agressifs, qui ne sont pas là pour tendre des pièges, pour ridiculiser l'ufologie. La salle, Marc, Émilie, ils ont une vision, ils ont une politique, ils ne font pas de publicité sur le net, sur Facebook. Ils croient dans la sincérité, ils croient dans leur travail. Et ça marche comme ça. Qu'il y ait 15 personnes ou 150 personnes, l'important c'est qu'on passe un bon moment, qu'on communique dans le respect. Et c'est toujours le cas ici. Il y a toujours de belles contributions. C'est un plaisir de parler avec les gens ici. Et puis je t'ai vu il y a 2 jours, quand il y a eu la grande soirée avec Sylvain Matisse, Emmanuel, enfin Hera, Jean-Louis Lagneau, tout le staff donc du domaine de la salse. Peux-tu nous en parler de cette soirée? Parce que mine de rien, il y a eu la veillée après. Je sais que tu as souvent regardé dans le télescope de Sylvain. Alors moi, comme beaucoup d'amateurs d'ufologie, j'ai toujours été moi aussi amoureux d'astronomie, mais la vérité c'est que j'en ai pratiquement jamais fait. Je sais pas, j'ai pu regarder deux, trois fois dans un télescope chez des gens. J'ai toujours rêvé d'acheter un télescope. Je voulais en offrir un à ma famille qui a une grande maison qui donne sur la vallée de la Lèze avec une très belle perspective, un ciel pur, mais je l'ai pas fait. Mais là, c'était un beau cadeau que nous a fait Sylvain Matisse, d'amener son télescope. Et il nous a fait voir à tous Jupiter, Saturne, Jupiter avec 4 satellites, c'est extraordinaire. De voir Jupiter, sachant surtout tout ce qu'on dit maintenant sur les exoplanètes qui sont dans d'autres galaxies, mais la question de la vie sur le système solaire est posée autant que la question de la vie dans les autres constellations. Les scientifiques le disent que sur Encelade, qui est un satellite de Saturne, sur Europa, qui est un satellite de Jupiter, on est pratiquement sûr qu'il y a des océans liquides, sous la glace. Et donc on peut faire toutes les hypothèses. On a le droit de croire en une vie très abondante sous l'océan d'Encelade. Moi je pense qu'on doit refuser, s'interdire aucun rêve. Et que Jules Verne, finalement, nous a montré le chemin. Parce que beaucoup d'imagination littéraire de Jules Verne se sont avérées, se sont confirmées dans le temps. Donc, quand on regarde maintenant, je crois, des planètes, on doit visualiser, on peut visualiser des êtres vivants, des êtres conscients ou des êtres primitifs. Mais voilà, tout est ouvert. Donc alors aujourd'hui, tu as présenté des cas d'observation d'OVNI assez particuliers, des cas militaires, des RR3, des abductions, provenant d'un livre que tu as sorti dernièrement, qui est une traduction du faux over Romagna de Dan Farkas. Qui provient donc de ta maison d'édition Flying Disc France. Alors concrètement, on fait, c'est de l'édition sur Amazon, donc c'est une méthode, un droit d'édition qui est accessible à tout le monde. Tout le monde a le droit de créer un compte sur Amazon pour publier des livres.
Il faut un numéro d'identification fiscale, certains identifiants, évidemment compte en banque, légalement. Pourquoi est-ce que j'ai pu faire cela? Parce que l'éditeur britannique, anglais Philip Mantle, m'a fait un contrat dans lequel il me cède les droits de son catalogue Flying Disc Press dans des conditions favorables que je ne révèle pas publiquement, mais qui me permettent de publier ces livres en ayant les droits, ce qu'on appelle les droits de propriété intellectuelle, les droits légaux, ou les droits étrangers. En anglais on dit foreign rights, en français on dit droits de propriété intellectuelle, sans avoir à payer d'avance et en repayant des royalties modérées. Donc c'est un geste très, très généreux qu'a fait Philip Mantle, j'en suis très reconnaissant, et c'est vrai que ça donne beaucoup d'opportunités. Donc là c'est le deuxième livre que j'ai traduit, que j'ai publié. Le catalogue de Flying Disc Press est une vingtaine de titres, 20 à 25 titres actuellement. Il se peut que, oui, il y a toujours de nouveaux titres qui apparaissent, beaucoup d'auteurs. Il y aura peut-être un livre de Donald Smith, qui est le plus grand expert sur Roswell. J'avais déjà traduit les enfants de Roswell en 2016, pour 2017 pour les éditions Atlante. Mais jusqu'à présent, le peu d'écho que l'on donne sur certains documents fait que quelquefois de grands chercheurs sont toujours méconnus. Mais voilà, il y a de belles perspectives. Alors Dan Farkas, eh bien, je l'ai choisi parce que dans ce catalogue, je me suis dit, c'est l'occasion de faire connaître des auteurs déjà européens. Alors le premier livre que j'ai traduit, c'était un livre sur des cas d'abduction aux États-Unis, le fameux cas Pascagoula, parce que justement, Philip Mantle venait de publier le livre d'une des deux personnes qui ont vécu l'incident de Pascagoula en 1973. C'est Calvin Parker qui avait 19 ans et qui a 64 ans maintenant. Et c'est vrai que j'ai sauté dessus tout de suite, parce que c'est un livre vraiment puissant, vraiment instructif sur le cas Pascagoula et sur la thématique des abductions, des enlèvements extraterrestres en tant que tel. Donc, je recommande à tous les amateurs d'ufologie. Et Calvin Parker a fait un deuxième livre et que j'ai bien l'intention de publier aussi, parce qu'il apporte également beaucoup de choses en complément du cas. Comment as-tu rencontré Philip Mantle? À quelle occasion? C'est-à-dire que j'avais une page Facebook en 2016-2017 et j'avais communiqué avec beaucoup d'auteurs anglophones spécialement. Et donc je communiquais. Les auteurs, les anglophones en général sont très faciles d'accès, c'est ce que j'ai remarqué. En tout cas dans l'ufologie, et souvent de grandes pointures. J'ai communiqué avec quelqu'un qui est Peter Robbins par exemple, qui est un grand monsieur d'ufologie, qui est déjà venu en France, qui est gentil comme tout, qui est pas prétentieux. Et il a contribué d'ailleurs, monsieur Robbins, justement au livre de Calvin Parker. C'est lui qui a révélé à Philip Mantle, qui a participé à la rédaction, à l'organisation du livre, et à Calvin Parker, qu'il existait une séance d'hypnose de Calvin Parker faite en 1993, et Calvin Parker lui-même ne le savait pas. Parce que Bud Hopkins avait imposé une induction après la séance d'hypnose, lui demandant de ne pas se souvenir des contenus révélés dans la séance d'hypnose jusqu'au moment où ce serait nécessaire. Et donc il n'avait aucun souvenir de... Enfin, Peter Robbins, c'est un grand monsieur, c'était un ami de Bud Hopkins. Donc j'ai communiqué avec beaucoup de gens et j'avais communiqué avec Philip Mantle un peu, mais ma page Facebook était inactive pendant 1 an et demi, j'avais autre chose à faire. Et là, j'ai repris contact avec lui en 2019. Et c'est en parlant avec lui sur Skype qu'il m'a fait cette proposition. Ouais. D'accord. Hormis OVNI en Roumanie, tu as aussi sorti Contact OVNI en Italie, le volume 1, parce que j'ai vu qu'il y avait un volume 2 sur le site de Philippe. Tu comptes aussi publier le volume 2? Oui. Et tu sais, en ce moment, j'ai collaboré avec 2 traducteurs. Donc c'est vrai que ça me décharge un petit peu.
parce qu'il y a tellement à faire, il faut nourrir le site, j'ai une page Facebook, Flying Disc France aussi, plus ma page personnelle, puis c'est pas mon activité principale, c'est une activité marginale si tu veux, parce que je travaille comme interprète, traducteur judiciaire. Oui, le livre OVNI, Contact OVNI en Italie est très riche. Tu parlais de la vague de 54 tout à l'heure, on en a parlé dans l'interview avec Mike. La vague de 54 a touché l'Italie. Ah oui, c'est une vague italienne aussi importante. Ah oui, ça a vraiment été une vague qui a traversé l'Adriatique. Et comme quoi, important de traduire des livres pour faire connaître quand même des faits ufologiques. Parce que les faits ufologiques ne connaissent pas les barrières nationales comme le nuage de Tchernobyl. Donc c'est important de connaître le travail de nos voisins. Non, il est très riche. De toute façon, Pinotti a une énorme expérience. Hein. Il a voyagé en 65 ou 67, il avait 17 ans, ou 64, je ne sais plus l'année, en Angleterre avec un groupe d'étudiants. Mais comme lui était passionné d'ufologie, il est allé au siège de la Flying Saucer Review. Il a rencontré le grand Gordon Creighton, qui est un des plus grands ufologues, non seulement anglais, mais européen. Et il est devenu correspondant de la Flying Saucer Review à l'âge de 17 ans, imagine. Et à l'époque, la Flying Saucer Review, c'était la principale ressource comme revue ufologique. Il n'y avait rien de tel en France. Après, il fallait effectivement le lire en anglais. Donc, imagine le parcours qu'il a eu depuis 1965. Et c'est l'organisateur du congrès, des fameux congrès de San Marino, dont on ne parle pas assez en France. C'est des congrès internationaux dans lesquels des gens de tout pays venaient. Il y a des Français qui sont venus, Gilda Bourdet est venu plusieurs fois, il y en a eu d'autres, des Espagnols, des Roumains également, Yon Obana est venu, des Anglais évidemment, mais des Américains aussi. Alors évidemment, il a été financé, parce qu'il y a une question d'argent, bien évidemment, il a été soutenu par la République de San Marino à l'époque. Et puis ils ont été subventionnés à un moment donné par le prince de Liechtenstein, qui était un amoureux d'ufologie. Il a donné de l'argent pour permettre le déplacement de gens, les séjours. Mais organiser des congrès ufologiques, c'est quand même une énorme contribution dans laquelle les gens peuvent échanger. Je le dis, on aurait besoin en France, peut-être à la salle, d'organiser des événements dans lesquels on inviterait des Italiens, des Roumains, des Espagnols. C'est exactement ce que tu dis. Quand je m'étais rendu au congrès ufologique de Torriglia, en octobre 2015, il y avait Roberto Pinotti qui était là. D'ailleurs, je l'avais filmé pendant sa conférence. Et j'avais discuté avec Giorgio Patera et d'autres Italiens qui me disaient qu'avant, les Français venaient en Italie faire des conférences et inversement. Et que depuis un certain temps, il n'y avait plus rien. C'est comme si les ponts étaient coupés. C'est grave. Oui, c'est grave. C'est dommage parce qu'il n'y a aucun échange en fait. On ne sait pas, même ici, en Espagne, on ne sait pas comment ça marche. Oui, c'est grave. Grâce à Roberto Pinotti, j'ai communiqué avec Javier Sierra. Et j'ai appris qu'il avait fait avec Roberto Pinotti un documentaire en Russie sur des cas d'enlèvement. Un cas d'enlèvement très très sérieux. C'est extraordinaire. Un Espagnol qui va à Moscou avec un Italien. S'ils le font, Gilles Thomas et d'autres amoureux ufologiques peuvent le faire à condition de communiquer, à condition de se mettre d'accord avec nos amis, nos voisins. Bien sûr. Donc le livre est riche, hein, il y a beaucoup de contacts rapprochés, ça c'est vrai. Moi ça m'a vraiment frappé. Le nombre d'humanoïdes dans la vague 54 en Italie, mais plus tard aussi, c'est l'ufologie, c'est un mystère sans fin. Parce qu'on nous parle toujours des grilles, des reptiliens, des insectoïdes, mais les humanoïdes en vérité, il y en a eu quand... Il ne faut pas s'en étonner, même sur Terre, on a quantité de morphologie d'Homo sapiens sapiens. C'est très clair. Donc à l'échelle du cosmos, il y a des humanoïdes, des anthropoïdes, des anthropomorphes. On peut imaginer des centaines, etc. d'apparence. Le mot race, je m'en méfie parce qu'il est tellement connoté. Mais j'ai vu, là on parlait du cas en Roumanie, j'ai présenté le cas de la forêt d'Oiabasiu. Alexander Sift, qui était un professeur de biologie, qui est mort, et toutes ces photos, toutes ces archives sur ces enquêtes sur les phénomènes paranormaux inexpliqués de la forêt d'Oiabasiu, la région Cluj, la région
emblématiques de l'ufologie en Roumanie, ont été perdus, enfin volés. Après sa mort, quelques jours après sa mort, tous ces archives ont disparu, donc elles ont été subtilisées. Mais ces humanoïdes, bon, leur physionomie est humaine, 100% apparemment. Leur ADN n'est peut-être pas humain terrestre à 100%. Par contre, ils ont un visage légèrement canin, selon l'observateur. Mais pourquoi s'en étonner? Il faudrait qu'on ait un tour opérateur sur les 10 systèmes stellaires les plus proches de la Terre pour nous éclairer sur les types d'humanoïdes. On serait peut-être stupéfait de dire, mais j'imaginais pas tant une telle diversité. Et peut-être qu'il nous retournerait l'appareil et nous dire, mais tu sais, quand on vient sur Terre, on trouve encore plus de diversité seulement sur votre planète que sur nos systèmes. Seulement, vous êtes tellement habitués à votre planète que vous en rendez même pas compte. Nous allons à présent vous faire écouter un extrait de sa conférence au sujet des ovnis en Roumanie. Alors, le journaliste a continué l'enquête. À l'automne 2013, là, l'interview c'est en 2012. À l'automne 2013, le journaliste, l'enquêteur, le reporter Florin Mitou a identifié et interviewé un deuxième témoin, le lieutenant-colonel Doru Dragoi, aujourd'hui retraité, qui était chef de quart cette nuit-là, au poste de commandement de l'aérodrome militaire de Buzău. Il se souvient d'avoir été appelé en urgence par un capitaine qui se trouvait au tube, entre guillemets, ce qui veut dire à l'écran radar, après avoir vu une cible non identifiée très près des 3 hélicoptères. Cet objet semblait différent de nos hélicoptères, beaucoup plus grand. Après avoir constaté que l'OVNI avait manqué d'entrer en collision avec nos hélicoptères, nous avons informé le chef de vol qu'il avait ordre de ramener, de faire atterrir les hélicoptères. Doru Dragoi rapporta plus loin. Après que les hélicoptères se fussent posés, les opérateurs radars m'ont appelé pour que je vienne consulter à nouveau l'écran radar. Et là, il précise, donc là, c'est un chef de quart au poste de commandement, il consulte l'écran radar. J'ai vu beaucoup de cibles à l'écran, plus de 10. Elles exécutaient des mouvements étranges dans la zone Maracheni-Sapoca, plusieurs kilomètres au nord-est de Buzău. Elles volaient comme des hélicoptères en ligne, en colonne, jusqu'au moment où elles atteignirent Sapoca. Puis, une par une, elles firent chacune un virage à 180 degrés et disparurent comme si elles avaient percuté le sol. Et par la suite, il précise, des témoins plaisantaient ensuite en disant qu'il y avait une base d'OVNI à Sapoca, puisque les objets fonçaient en direction du sol et disparaissaient comme s'ils étaient soit percutés, soit plongés dans le sol. Alors, tu as présenté aujourd'hui des cas d'observation d'OVNI en Roumanie et tu as mentionné à la fin de ta conférence le folklore. Vaste sujet et intéressant parce que qui nous dit qu'un jour l'ufologie ne sera pas considérée comme du folklore du XXe et XXIe siècle par nos descendants du XXIIIe ou XXIVe siècle. Donc dans le folklore de la Roumanie, tu as présenté les Iele et aussi la légende de l'arbre magique. L'arbre magique, la dame des bois, oui, le volant, oui. On ne peut pas exclure toutes les réflexions de Jacques Vallée, de Jean Sider sur le rôle du patrimoine folklorique pour la compréhension du phénomène ufologique. Ce sont des réflexions nécessaires. On doit toujours se réapproprier la réflexion, le travail de Jacques Vallée, que cite Dan Farkas d'ailleurs, et le grand travail de Jean Sider dans ce domaine. Par contre, tout cela, c'est du questionnement. Je pense qu'il faut être très prudent et s'abstenir de donner des réponses définitives sur la manière dont on doit ou peut interpréter le rapport entre le folklore, mythologie, le paranormal et le phénomène ufologique. Les questions sont ouvertes. Je l'ai bien dit au départ, je ne donnerai pas mon avis sur quoi que ce soit. Je vous présenterai les cas, certaines réflexions de l'auteur, mais je pense qu'on devra être modeste, très prudent, et qu'on est toujours en chemin vers la connaissance. Les Iélés sont des fées, soi-disant malfaisantes. Évidemment, on trouve ça dans le folklore populaire en France, les contes de Grimm, il y a toujours des êtres qui peuvent avoir l'air bons à un moment donné, et puis qui sont encore plus dangereux quand on leur fait confiance. Toujours des êtres à double apparence. Et ça fait partie du patrimoine folklorique. Mais dans certains cas, dans les cas que présente Dan Farkas, eh bien on trouve effectivement une fée
qui donne un fruit magique, qui fond dans la main de l'enfant. Le rapport des enfants aussi. Pourquoi des enfants? Et on sait que dans l'ufologie, il y a aussi, j'ai cité le livre de Preston Dennett, qui dit qui a étudié les cas de rencontres dans les cours d'école. Il y a eu certaines cultures extraterrestres, apparemment, sont très attirées par les enfants. L'affaire du Zimbabwe. Hein. L'affaire du Zimbabwe, fameuse affaire, les enfants qui ne sont pas rentrés dans la soucoupe volante, mais apparemment ils étaient attirés. John Mark a écrit des articles très documentés là-dessus. Et ce n'est pas un hasard, parce que John Mark travaille sur les abductions. Travaillait sur les abductions parce qu'il est mort dans des conditions non expliquées, un peu suspectes, disons, en Angleterre. Mais dans les abductions, on étudie beaucoup, on se rend compte que le cas de l'enfant est souvent impliqué. Une mère est enlevée, ses enfants sont enlevés. Un enfant est enlevé, si on fait beaucoup d'études et d'autres séances d'hypnose après beaucoup d'études, on se rendra compte que la mère elle-même a été enlevée. Et peut-être même dans son enfance elle-même. Peut-être la grand-mère, Ah oui, sur plusieurs générations, oui. Il y a des phénomènes mentaux, ils travaillent sur des générations, comment est-ce qu'ils communiquent mentalement avec nous, c'est très complexe, on n'est qu'au début de la... Enfin, on avance dans la connaissance. Mais c'est Yélé, eh bien, on voit cet être dont on dit qu'il peut enlever des enfants, ou qu'il peut tuer des enfants. Et à un autre moment, c'est ce garçon qui avait Dorel Biza ou Cornel Buta, qui avait 6 ans, qui avait 9 ans, et sa mère témoigne, oui, que quelques années plus tard, eh bien, elle a vu une femme descendre d'un ovni, et se diriger vers les enfants, et la mère a dit à la créature, cette femme, que voulez-vous? Elle dit, laissez venir les enfants. Elle a dit, non, on ne veut pas vous laisser les enfants. Et la créature, la femme est remontée dans son objet, et c'est décollé. Donc là, on est confronté à les personnages folkloriques, le Iélé, qui veut dire elle, parce que ces êtres magiques, c'est du folklore, on ne doit pas prononcer leur nom, comme c'est souvent dans le cas des mythologies. Des êtres, on ne doit pas prononcer leur nom, parce que prononcer leur nom est une invocation. Le nom les appelle, et sont des êtres dangereux, il ne faut pas les invoquer. Donc on est en plein mythologie, folklore, et en même temps, on a vu une femme qui est descendue et qui a voulu attirer les enfants dans son... Donc tout ça est très complexe, et donc il faut absolument continuer à se tourner vers le folklore, parce que ça, plus l'ufologie avancera, plus on se rend compte que le folklore nous donne des indices. Des informations. Ouais. Mais dans le livre Revenir en Roumanie, donc il y a tout ça. Mais le fait de construire un livre pour présenter des cas, des affaires assez particulières, des RR, enfin tous les types de cas, et de mettre une partie folklore, tu penses que ce sera intéressant pour les futurs livres qui pourraient se faire? C'est le choix de l'auteur, et il le dit lui-même, j'ai choisi les cas de manière arbitraire, en fonction de mon analyse. Mais ces cas folklore, paranormal, ufologiques sont tellement difficiles à scruter, quelquefois, qu'on ne peut pas d'emblée dire où est la limite, où est la frontière. Et moi-même, j'ai fait des sélections pour cet exposé. Une personne voit un être qui danse dans une forêt, d'accord, danse dans une forêt, avec ces êtres, elles disparaissent, et ils retrouvent ces êtres, un autre moment, mais ces êtres, ils distinguent très bien un ovni, et ils ont vu l'ovni se poser. Donc on a une rencontre, une juxtaposition entre un répertoire qui est tiré de la mythologie, du folklore traditionnel, et des observations ufologiques classiques dans les boulons. Donc la question est posée, on ne peut pas prétendre donner la réponse à cela. J'ai cru comprendre que tu étais en train de traduire, si ce n'est pas fini, un livre sur les ONI. Peux-tu nous en parler? Oui. Bonjour, salut à notre ami Sylvain Matisse. Salutations respectueuses et hommage au grand Sylvain Matisse. Quand j'ai décidé de traduire le livre de Paul Stonehill,
J'ai pas appelé Sylvain Matisse tout de suite, non, parce que j'étais en cours, mais je lui en ai parlé quand, je sais plus, de toute façon j'ai décidé ça en février, j'étais en train de publier le livre de Dan Farkas, mais je l'ai informé, je crois, en mai, en juin. La traduction était déjà en cours, et je lui ai dit que le sujet Ouani est très important, le travail de Sylvain est extraordinaire. Moi, je n'ai pas lu son premier livre, le deuxième est très riche. Alors, pourquoi est-ce que je traduis le livre de Paul Stonehill? Mais justement parce que les Oannis, c'est un sujet central de l'ufologie et qui est largement méconnu dans le monde. Et donc, je dirais à plus forte raison en France, grâce au travail de Sylvain, ce dossier, ce volet de l'ufologie commence à être connu, bien connu. Mais voilà, on a encore beaucoup à faire. Et Paul Stonehill est un ufologue américain, mais d'origine russe, d'origine ukrainienne exactement. Et il est connu comme un spécialiste de l'ufologie russe et URSS. Et il a écrit pas mal de livres. Il a écrit le livre sur le Roswell russe, ce fameux épisode qui a été commenté, qui a été traduit en français, édition le temps présent. Mais il a écrit ce livre qui s'appelle USO Secrets in Russia, les secrets Ouani en Russie. Bien, il y a énormément de dossiers d'objets sous-marins dans les dossiers russes qui sont des dossiers militaires, des dossiers de police secrète, KGB, et des archives d'État, mais qui concernent la marine, pas seulement la marine militaire, mais la marine marchande, la marine de pêche, également la marine scientifique de pêche. Alors pourquoi l'importance de la Russie? Mais parce que la Russie est le pays le plus vaste du monde. La Russie, l'ancienne Union soviétique, parce qu'elle va jusqu'au détroit de Bering, face à l'Alaska, et jusqu'ici en Europe, on a tout l'océan Arctique, la mer Baltique, le Nord, le Pacifique Nord, l'Atlantique Nord. Et les marines russes sont allées partout. Et puis la marine russe de guerre a vécu la guerre froide face à l'Amérique. Et donc les bateaux de guerre et les sous-marins russes ont fréquenté toutes les mers du globe, également jusqu'en Antarctique. Et donc on a des témoignages sur ces phénomènes sous-marins non identifiés, objets aquatiques non identifiés, partout où les bateaux soviétiques, les sous-marins soviétiques sont allés. Et le livre est très riche. C'est pour ça que c'est bien ta maison d'édition, parce qu'il y a des livres qu'on voit nulle part en fait. Et ça traite de choses qui, peut-être que les livres vont peut-être faire avancer la recherche, parce que peut-être qu'en France, certains vont dire ah bah tiens, eux ils ont trouvé ça, nous, bah, c'est bizarre, c'est pareil. Oui, bien sûr, mais c'est clair, hein. Beaucoup de gens sont conscients, hein. Il y a un très bon écho sur ces premières publications, ces 3 livres, même le 4e, le 5e qui concernera l'ufologie au Brésil. Un très très gros livre d'un ufologue très expérimenté qui a travaillé depuis les années 90, Thiago Cicchetti. Mais de toute façon, c'est évident, le cœur du sujet, c'est que le phénomène ufologique est mondial. Alors qu'il y ait des spécificités d'observation de cas nationaux, c'est clair, c'est évident. Là, on a bien vu qu'on a des cas roumains qu'on ne peut pas superposé au cas observé en France, mais le phénomène est mondial. Donc, par exemple, les espèces d'entités, qu'on dirait les embryons. Ou les deux, je me rappelle du dessin d'Éric Turcher, où ils sont cachés dans le caniveau, quoi. Oui, ça paraît la bande dessinée de 2 hommes, un sergent de police et un vigile de nuit qui voit quelque chose, ça ferait tellement peur qu'il sort dans le fossé. On a l'impression que c'est Spirou. C'est la magie des RR3, si on peut dire magie. C'est que c'est toujours dans une absurdité totale. Voilà, c'est ça exactement. Il faut accepter cette absurdité pour qu'elle remette en question nos catégories, quoi. Ne pas chercher une rationalité qui nous convient, mais au contraire accepter le défi de cette absurdité. Oui, une créature de bande dessinée, avec des membres de poule finalement, de sortes de roseaux et des bras également maigrissants comme 2 os. Et alors, ce vêtement, apparemment, le gardien disait qu'apparemment il se rend compte qu'il y avait comme des coutures, que c'était un vêtement. Puis cette grosse tête. Voici un autre extrait de sa conférence.
la nuit du 8 au 9 juillet 1996. Vers minuit 30, alors qu'ils étaient devant le bureau de police, Manchou, donc le sergent de police Manchou, a dit à Rousseau qu'il allait chercher à manger. Qu'il allait rentrer chez lui pour 10 minutes afin d'aller chercher quelque chose à manger. Au moment où le sergent passait le coin de la rue, il a entendu un sifflement, il sentit un courant d'air, il se retourna, un souffle d'air, il se retourna immédiatement, vit sur la route quelque chose éclaboussant de lumière bleue et rouge, et qui produisait un son, vroom vroom. Au premier coup d'œil, le sergent eut l'impression qu'une voiture de police du chef-lieu du comté de Galatie était en patrouille de routine. En s'approchant, il se rendit compte rapidement que l'objet planait un demi-mètre au-dessus de la chaussée et qu'une petite personne très étrange se déplaçait à l'extérieur de l'objet. Quels sont tes prochains projets, à part le livre des ovnis au Brésil et celui sur les OANI? Donc le 5e sera les ovnis je crois que ce sera contact ovni au Brésil d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de cas vraiment de contact rapproché. Alors j'ai un projet, c'est Philippe Mantel a écrit un livre sur les atterrissages d'ovnis in Britain, c'est-à-dire en Grande-Bretagne. Je l'ai vu passer sur son site. Alors je ne l'ai pas lu, mais c'est vrai que quand même on ne sait pas grand-chose sur l'ufologie en Angleterre, en Grande-Bretagne. On connaît Rendlesham. On connaît Rendlesham, et c'est un dossier d'ailleurs tellement complexe que même si on a lu un livre, le livre de Nick Pope, ça veut dire qu'on a la clé de Rendlesham. C'est un dossier, pour certains d'ailleurs, pour certains ufologues américains même, qui mentent d'autres, ils considèrent le dossier Rendlesham comme un dossier encore plus important que le dossier Roswell, le dossier central de l'ufologie à niveau mondial. J'ai déjà entendu des ufologues expérimentés me dire cela. Mais n'importe cela, il y a une histoire de l'ufologie en Angleterre qu'on ne connaît pas. Voilà. Alors je ne veux pas faire une carte de géographie de l'ufologie, mais ça fait partie. Je voudrais bien que d'autres personnes se mettent à contribuer à ce travail, créer des comptes Amazon et offrent, parce que vraiment il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de quoi faire. Il y a aussi le contact avec des auteurs libres. Moi je suis en contact avec certains auteurs qui ont les droits sur leurs livres. Je n'ai pas besoin forcément de passer par une maison d'édition. Est-ce que tu penses que tu vas traduire des livres qui ne sont pas dans le catalogue de Philippe Mantel? Tout à fait. Là, par exemple, je suis en contact avec Preston Dennett qui m'a donné son accord formel pour me céder les droits sur un livre, encore une fois, sur les OANI. Et ce livre est magnifique. Il est commenté d'ailleurs indirectement dans le deuxième livre de Sylvain Matisse. C'est sur le Santa Catalina Channel. C'est une zone aquatique qui se trouve entre San Diego et une île, une presqu'île, au large de San Diego. Et il y a énormément d'observations très très impressionnantes depuis les années 80. Des objets qui sortent de l'eau, qui plongent dans l'eau. Sachant qu'il y a une base militaire très importante, la base San Diego, il y a la base Vandenberg, au niveau un peu plus haut, une activité militaire. Voilà. Je me essaie de me concentrer sur les projets présents, mais il y a beaucoup à faire. Aurais-tu un message à rajouter pour les ODH Notes, auditrices et auditeurs? Je dirais qu'il faut être patient et écouter toutes les contributions, parce qu'on n'est que sur le chemin, on n'est pas au bout du chemin. En tout cas, Jean, je te remercie d'avoir répondu à quelques petites questions. Bien sûr, on se reverra peut-être un de ces quatre à Vincennes. Oui. Ou ici. Oui. Oui, espérons-le aux deux, oui, à Vincennes, ici ou ailleurs. Ou ailleurs, effectivement. Oui. Et puis, j'aurai l'occasion de te poser d'autres questions, bien sûr. Là, c'était plutôt centré sur ta maison d'édition, parce que c'était important à mes yeux. Merci beaucoup d'avoir fait cet écho à Flying Disc France. Merci. C'est normal. Et puis, je te dis à bientôt. Et encore merci à toi. À bientôt, Gilles, à bientôt. Nous arrivons à la fin de cet entretien avec Jean Librero, que je remercie beaucoup d'avoir répondu à ces quelques petites questions. Cet entretien a été réalisé le 12 août 2020 au domaine de la Salse, sur la commune de Sougraigne, dans le département de l'Aude, après sa conférence. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition où nous recevrons un autre ufologue
à notre veilleur, à notre chercheur. Soyez attentifs aux différentes mises à jour du compte ODH TV2. Et si vous désirez avoir d'autres vidéos des mémoires de l'ufologie, je vous invite à consulter les différentes playlists, celles du compte ODH TV Archives et celles du compte ODH TV2. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur ODH TV. Au revoir.